propose, je crois, de débuter, puisque derrière, il y a encore d'autres ateliers, si le timing veut être respecté. Je crois que bon, allez. Donc, nous avons eu le plaisir l'année dernière, donc, à l'occasion du Forum des projets urbains méditerranéens, mais également donc, du Forum des projets urbains national en novembre dernier, de vous présenter un projet d'envergure qui a été initié donc, par l'Éco-Vallée et l'EPA Éco-Vallée sur la technopole urbaine de Nice Méridia. L'année dernière, à la même époque, nous étions juste sur la désignation de l'équipe lauréate. Et on a souhaité cette année vous dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé un an après. Je crois que c'est important de voir la traduction exacte à partir d'une ambition de la mise en œuvre d'un projet. Et on a pris ce pari-là avec l'équipe qui m'accompagne, donc l'équipe projet lauréate, donc avec Laurent Brun d'Eiffage Immobilier, avec Fabienne Bernard de Pitch Promotion, qui est le mandataire du groupement de l'équipe, et Adrien Lambert, donc l'architecte coordonnateur de cette équipe. Pourquoi ce regard-là? Parce qu'on souhaitait vraiment vous montrer de la promesse à la réalité, ou en tout cas à la mise en œuvre réelle et concrète et opérationnelle de cette opération importante, de savoir aujourd'hui où nous en sommes. Et pas mal de chemin a été parcouru depuis un an dans cette aventure humaine et urbaine. Je crois qu'on peut dire que c'est un peu la formule, puisqu'on se voit régulièrement et le sujet est passionnant. Et donc, et vous donner un petit peu donc, quelques éclairages un éclairage particulier peut-être, ou en tout cas un petit peu dézoomé, et après je laisserai bien sûr la parole à l'équipe pour vous présenter plus précisément le projet. On en a parlé ce matin, le territoire est en transformation, le territoire de la métropole et de l'Éco-Vallée est en transformation forte et rapide. Et après les premières consultations, c'est vrai, îlot par îlot, que l'on a mené de 2013 à 2016, on a souhaité changer d'échelle et passer donc à une logique, on va dire, de pièce maîtresse urbaine avec ce macrolot, donc Joya Méridia, en plaçant donc et en donnant à voir un morceau de quartier et une vraie centralité, une vraie polarité que l'on souhaitait donner à la ZAC Méridia. Un des enjeux majeurs de l'Éco-Vallée est en effet de recréer dans un tissu, je crois que ça a été dit ce matin par monsieur le maire, mais également rappelé dans différents ateliers, cette nécessité de retrouver des notions et des logiques d'échelle, de proximité, et de donner donc de la vie à des quartiers. Donc nous avons mené, si on peut passer la slide suivante, excuse-moi. Voilà, nous avons mené donc sur ce territoire, bien sûr lancé les premières opérations. Nice Méridia est une des deux opérations stratégiques importantes qui sera présentée tout à l'heure plus en détail par l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine autour de l'équipe donc de Christian De Villers. Et on a souhaité donc à travers ce macrolot donner une impulsion nouvelle et donc sur un projet quand même d'envergure de près de 75 000 m², avec l'ensemble des fonctions qui composent un tissu urbain et un nouveau quartier, de donner à voir avec un certain nombre d'items d'ambitions que nous partagions. Voilà. Et donc, on peut passer encore un petit peu, avancer. Voilà. Donc, on a mené pendant un an une consultation d'envergure avec des équipes pluridisciplinaires qui étaient délibérément demandées, à la fois pour s'assurer de la prise en charge de la notion de risque partagé. Donc, on avait demandé de la copromotion dans les équipes. On avait demandé des exploitants, des investisseurs, on avait demandé des architectes, bien évidemment. Et donc, on a mené pendant une année, après avoir retenu 4 groupements d'équipes, une discussion en parallèle avec ces 4 équipes sous forme d'atelier urbain, qui a permis donc en un an de mener cette consultation et d'arriver à la désignation du lauréat après un jury quand même assez de grande qualité, puisqu'on avait 4 projets vraiment de grande qualité. Je crois que c'est assez intéressant sur un même cahier des charges de voir comment on peut avoir 4 morceaux de ville différents. Et donc l'équipe lauréate Pitch Eiffage et avec Adrien Lambert a été donc retenue.
Donc je passe un peu sur les ambitions clés. Voilà, sur les items rapidement qu'on appelait les items socles de cet appel à projet. L'éco-exemplarité, ça vous a été présenté ce matin à travers le label EcoValley Qualité. Ça a un vrai sens et une vraie profondeur sur l'ensemble de nos opérations. Que ce soit au niveau de l'aménagement comme de la construction, que ce soit dans le neuf comme dans la rénovation. L'éco-exemplarité, on doit la retrouver dans l'ensemble des projets. La qualité urbaine et architecturale, j'y reviendrai, je ne reviens pas ou je ne détaille pas, Adrien le fera mieux que moi tout à l'heure. Si tu peux revenir un petit peu en arrière, merci. Voilà. Et puis bien sûr, la notion d'usage et d'innovation à l'intérieur de ces projets. La particularité de cet appel à projet, c'est qu'on a souhaité mettre les usages avant de parler d'images, avant de voir des images. On a d'ailleurs jugé uniquement sur l'offre finale de l'ensemble des équipes. On a souhaité parler contenu et non pas contenant en priorité. Donc on va le voir, et vous allez voir par rapport au contenu de ce projet, au détail de ce projet, la réalité des items qui sont pris en compte. Une des ambitions et un des défis qui était donné à l'équipe était en effet de faire émerger ce quartier et cette polarité de quartier, on va dire, dans un délai assez court de 5 à 6 ans, tout simplement parce que les fonctions de la ville devaient être au plus près des habitants qui soient sur ce quartier, donc sur cette opération de la ZAC Méridia, qui est un quartier, je veux dire, extrêmement mixte en termes générationnels, mais mixte en termes de fonctionnalité. Et donc, en l'occurrence, sortir une opération de ce type-là en 5-6 ans, c'est vraiment un vrai défi. Enfin, dernier item important, l'art et la culture accessibles à tous dans cette opération, mais aussi le sport et la santé et le bien-être. Mais vous allez voir, l'art de vivre fait partie et est affiché clairement dans cette opération. Dernier point, et l'équipe vous en parlera dans le détail, ce qui a vraiment prévalu depuis l'origine et l'élaboration de cet appel à projet, c'est un mot qui est peut-être un peu galvaudé pour certains, c'est ce qu'on appelle la co-construction, en tout cas le dialogue collaboratif. Et là, je crois que vous allez le voir, on a souhaité, nous, dès le départ, mettre cette intelligence collective entre le public et le privé, entre l'aménageur, le promoteur, les exploitants, les investisseurs, les commerçants, etc., au cœur du débat. Et certaines lignes ont bougé, on a des convictions les uns et les autres, mais en tout cas, je crois qu'on peut le dire, un an après en tout cas, on a un ensemble de projets qui sont mis au service d'un projet collectif. Et donc, nous, dès le départ, donc comme je vous l'ai dit dans le concours, on a demandé des constitutions d'équipes pluridisciplinaires. Donc ce dialogue collaboratif a démarré déjà avant de désigner donc l'équipe lauréate. La conduite des ateliers urbains qui a été extrêmement nourrie, extrêmement riche, avec et puis un parcours bas dans les arcades. Ici, ce sont des dessins des deux, donc repris par les architectes des deux parties du socle, le socle côté extérieur et puis le socle côté intérieur, avec ses couleurs différentes, où on va travailler à préconiser la dimension de l'enseigne, la matérialité exacte, le dessin, le rythme de l'ensemble de ces façades. Et puis ensuite, on a la partie la plus intérieure, donc qui sont ces arcades, où on travaille sur un rythme commun et ce jeu de colonnade tout autour de la place, avec un modèle. Alors là, c'est une axonométrie vue du dessous, il faut se projeter dans le dessin, où on a un luminaire qui est commun, une couleur de menuiserie, des poteaux dans des bétons polis, des bétons précieux, et des éléments en cuivre qui viennent fabriquer aussi ce rapport à cette couleur commune qu'on a travaillé, qui sont des couleurs de terre et qui sont, comme vous l'avez vu, sur les stores, sur les sols, et à nouveau ici sur les détails de ce socle. Ça, c'est l'ensemble des architectes. C'est des dessins fabriqués par 4 architectes et qui ont convergé les uns vers les autres avec des très, très légères subtilités de sous-face, de dimensions de poteaux, ici des poteaux ronds, des poteaux carrés, et qui créent cette très légère variation, mais cette grande force commune de l'ensemble du projet. Et je finirai sur cette image qui incarne très bien à quel point l'ensemble de l'équipe s'est coordonné pour fabriquer un lieu commun très fort. Et c'est
Et c'est peut-être l'humilité de notre projet global, c'est d'arriver à fabriquer ce lieu qui est finalement coordonné dans ses hauteurs, dans ses socles, dans ses programmes, avec ses toitures paysagères, ses commerces, dans son architecture, en fabriquant toujours cette architecture de fraîcheur et de protection et de lieu entre intérieur et extérieur, et donc qui incarne très bien l'âme de notre projet commun. Voilà, j'en ai fini sur la présentation du projet. On est dans le bon timing, je crois, pour accueillir vos questions, si vous en aviez sur ce projet. Voilà. Du coup, vous avez parlé d'un fil rouge sport, santé, art, culture. C'était pour un peu connaître l'histoire que vous avez racontée autour de ce fil rouge et notamment les acteurs et les exploitants qui sont impliqués dans le projet. Donc ce fil rouge, on l'a créé dès le début. Ce qui a été pensé, c'était avoir un véritable pôle et un centre qui regroupe, très dynamique. On l'a plus orienté sur l'aspect sportif. On va avoir des exploitants pour permettre en fait à une vaste communauté de se retrouver, c'est-à-dire se retrouver sur un quartier qui va vivre la journée, mais qui sera dynamique tout le temps, avec de la restauration, du sport en salle. Et là, sur le sport en salle, on est plus sur tout ce qui va concerner le foot et le padel, et avec des exploitants qui s'orientent autour de ces activités-là. Donc on est sur des aspects sportifs, on va sur des pratiques un petit peu nouvelles, mais qui rencontrent de partout un succès qui est vraiment certain. On aura la continuité avec la toiture habitée, où d'autres activités pourront aussi s'exercer. Donc voilà, le fil conducteur, c'est une cité du bien-être qui proposera de la restauration et des activités sportives. Oui, c'était bien pour repréciser également. Tout à l'heure, Adrien parlait des toitures et justement de l'occupation des toitures par l'agriculture urbaine. Il faut bien comprendre qu'autour de ce projet d'agriculture urbaine, où il va y avoir à peu près 2000 m² d'espace dédié à la culture maraîchère, il va y avoir des événements et des activités autour de ce concept-là. Les événements, les activités, ça peut être à destination aujourd'hui d'écoles, des activités scolaires, pour expliquer aujourd'hui qu'est-ce que la culture maraîchère, qu'est-ce que le maraîchage, rappeler une histoire à ce qui était cette zone-là, aujourd'hui de la plaine du Var. La poule-thérapie, l'a cité Adrien tout à l'heure, mais il peut y avoir également d'autres activités un peu plus culturelles. Il y a des gradins qui sont prévus sur un des bâtiments pouvant permettre aujourd'hui d'accueillir effectivement, pourquoi pas un peu une petite scénographie, des activités qui peuvent être vraiment autour du théâtre ou de ces sujets-là. Donc voilà, une vie en toiture, c'est ça qui est important de savoir aussi. Par rapport à ce qui se passe sur les toits, justement, quel est le modèle économique pour qu'il fonctionne dans le temps? Parce qu'on sait que c'est extrêmement compliqué de faire tenir de l'agriculture. Il faut s'en occuper, il faut des personnes sur place. Est-ce que c'est est-ce qu'ils s'auto-rémunèrent avec leur activité? Est-ce qu'ils revendent des produits, etc. Parce que je sais que c'est assez complexe quand même à faire tenir dans le temps. Alors, pour y répondre, un des événements, effectivement, on a un partenaire qui nous accompagne depuis le début du projet, qui historiquement est un partenaire qui intervient sur Monaco, qui s'appelle Terre de Monaco, qui intervient sur des bâtiments qui sont également assez majeurs sur Monaco, c'est la Tour Odéon, ou sur d'autres bâtiments, hôtels, hôpitaux, oui, effectivement, merci Fabienne. Le modèle économique, on l'a appréhendé dès le début. C'était la volonté de dire aujourd'hui, on ne va pas louer les terrasses, on ne va pas demander un loyer aujourd'hui à Terre de Monaco, enfin Terre de Nice maintenant, qui va s'appeler comme ça. On va plutôt aujourd'hui effectivement confier des espaces, avec aujourd'hui en lui demandant aujourd'hui d'entretenir aujourd'hui certains de ces espaces, de permettre le bon entretien aujourd'hui en bon père de famille, comme on dirait dans le bâtiment. Donc on ne demande pas de rémunération, une location de loyer, on dit juste aujourd'hui, vous intervenez, permettez aujourd'hui de développer votre sujet d'agriculture urbaine en vendant effectivement soit aux gens qui vont habiter sur cette destination, soit également pour d'autres personnes extérieures, sous un système de panier avec les différents produits de saison qui pourront être produits sur place, mais également de trouver un modèle économique propre à cette activité ou autour de cette activité,
hormis la pédagogie qui peut être là, ça peut être également un système que l'on a conçu, on ne l'a pas forcément évoqué, mais il y a une des terrasses qui s'appelle les terrasses de la Mérène, qui est un côté aujourd'hui niçois sur laquelle on peut avoir un concept et va certainement se développer un concept de bar à jus pour permettre à des gens sur invitation sur ces terrasses-là aujourd'hui, parce que ça ne sera pas, je le précise parce que c'est important, on va dire du libre accès, ça sera sur invitation. Pourquoi pas de proposer effectivement un petit panier repas, de proposer de consommer dans tous les cas ce qui aura été produit sur place. Donc effectivement, on est très attentif sur le modèle économique de cette activité pour qu'elle puisse se pérenniser dans le temps. Parce qu'en fait, il y a l'activité, donc il y a en fait 3 types d'activités qui permettent l'équilibre économique. Enfin, c'est ce que disait Laurent. La première, c'est la vente des produits, mais c'est loin de faire d'être la seule. Ensuite, il y a les activités qui sont l'étape de la Mérène, de la poule thérapie, parce que ça aura un succès fou, j'imagine. Et puis ensuite, il y a aussi l'entretien potentiel des jardins de tout le quartier. C'est-à-dire que l'ensemble des cœurs d'îlots du paysage pourrait être aussi entretenu par la même personne. Donc on arrive à créer un foisonnement et avoir un individu qui fait l'ensemble de ces activités et ça devient rentable grâce à ça. Ensuite, il n'y a pas de loyer. Puis ensuite, nous, dans le cadre dans lequel on est, il y a donc là, c'est 2000 m² qui était la base, le minimum un peu pour que le modèle économique fonctionne. Et puis ensuite, il y a aussi une question de comment on gère l'accès et comment on gère la vente quand il y a personne sur les toitures. Et en l'occurrence, il y a aussi l'idée dans notre projet de travailler avec une conciergerie, en partenariat de Terre de Nice avec une conciergerie, qui permet de gérer l'accès dans la partie basse et aussi de vendre une partie des produits. Donc c'est tout un écosystème et c'est aussi grâce au macro-lot que le modèle économique peut fonctionner. Parce que si c'était juste sur un bâtiment, c'est sûr que ce serait beaucoup plus difficile à faire fonctionner, quoi. Et toujours sur les toitures, vous avez aussi parlé d'autoconsommation collective. Je voulais savoir combien il y avait de bâtiments qui étaient concernés par de l'autoconsommation en toiture et comment ça fonctionnait. Alors, concernant les toitures, donc on a plusieurs niveaux de toiture. Donc il y avait un niveau de toiture où on a parlé d'agriculture urbaine, qui sont essentiellement les toitures en R+6. Les toitures des bâtiments les plus hauts seront effectivement équipées de panneaux photovoltaïques, donc permettant aujourd'hui que cette énergie produite sur site soit réutilisée, soit dans certains des bâtiments au travers des usages destinés aux consommations qui peuvent être courantes ou aux services généraux, ce qu'on appelle les consommations communes, soit également sur un autre ouvrage qui sera concerné, qui est le parking, qui sera en sous-sol du bâtiment, en sous-sol de l'ensemble des bâtiments, dans lesquels les bornes de recharge pour les véhicules électriques seront alimentées pour partie par la production faite sur les panneaux photovoltaïques. Autre sujet important, effectivement, qu'on échangeait avec Bruno, c'est toute la notion aujourd'hui de réseau de chaleur également et de géothermie, puisque l'ensemble du projet et l'ensemble même des projets qui sont sur la technopole de Nice Méridia sont raccordés à un réseau de chaleur issu de la géothermie. Pour compléter sur cet aspect-là, juste un élément qui était une clé d'entrée aussi du concours en économie de ressources. On demandait à ce que le projet soit conçu avec au moins 70% des logements, puisque le projet comporte donc 800 logements. 70% de ce programme est destiné à du logement. C'est donc en effet que 70% des logements soient traversants ou bi-orientés. Aujourd'hui, par rapport à la promesse, l'équipe en question, et ils savent que l'EPA est derrière, non pas en contrôle, mais en vigilance très forte, respecte îlot par îlot pour respecter les grands équilibres. Et aujourd'hui, donc, en tout cas, sur les 9 permis qui ont été déposés, les 3 qui sont à venir, on tient l'objectif. Voilà. Et je crois que cette ventilation naturelle, cette maîtrise de la lumière, cette maîtrise de la chaleur, etc., et les îlots de fraîcheur qui sont aussi prévus dans le projet, participent à cette économie de ressources que l'on souhaite sur ce quartier, mais bien évidemment bien au-delà sur l'ensemble de l'éco-vallée. Il vous reste encore 3 minutes. Est-ce que vous aviez
tu avais peut-être autre chose à ajouter éventuellement? Non, c'est vrai que là, on l'illustre pas dans les dessins, mais en fait, on a ajouté une très grande surface de photo. Chaque équipe qui venait avec une dizaine ou une quinzaine de personnes, chacun dans son domaine de compétences, mais avec des domaines de compétences qui devaient parler, se parler et dialoguer et faire émerger quelque chose de commun. Ça a été absolument passionnant pendant plusieurs mois. La co-construction, elle se fait aussi avec des acteurs importants qu'on a réussi, je pense, à fédérer. Je pense qu'ils font partie, on peut le dire, de l'équipe projet. C'est les services de l'État, au premier rang desquels donc, la DDTM, je crois qu'on peut le dire, la DREAL également. On est sur un OIN, donc, un OIN, donc ce sont des permis et une instruction État. Ces services-là ont vraiment une proximité et une connaissance des projets qui est, je vais dire, quasi quotidienne. On échange énormément, on les fait participer, on valide ou on infirme un certain nombre d'orientations à travers ce projet, parce que les questions sont nombreuses, vous le verrez tout à l'heure. Et les services, bien sûr, de la ville et de la métropole dans cet accompagnement aussi. Nous avons des outils, nous avons mis en place des outils de dialogue et d'arbitrage en termes de revue de projet ou de réunions plus spécifiques sur des thématiques bien précises, mais aussi donc des comités de pilotage et d'arbitrage pour fluidifier et rendre encore plus efficace l'avancement de ce projet, pour tenir les ambitions et tenir le calendrier qu'on s'est fixé. Dernier point aussi sur les questions de dialogue vraiment collaboratif et de co-construction. L'aménageur, au même titre que le promoteur, se remet en question sur un certain nombre de choses. Vous le verrez tout à l'heure. On a fait évoluer par exemple les espaces publics en fonction du projet, dans une certaine mesure, en validant cela avec l'ensemble des instances qu'il fallait, et à commencer par Christian de Villers et les instances et les différents participants à ce projet d'ensemble. On a mis en place un référentiel notamment de matériaux en commun. Donc il y a une réinterrogation vraiment générale à tous les niveaux de ce projet qu'on se félicite d'avoir. On a des dialogues et des discussions nourries, parfois musclées, mais en tout cas très intéressantes. Et vous allez voir ce résultat-là, ou en tout cas où nous en sommes un an après. Et je vais laisser la parole à Fabienne et ensuite au reste de l'équipe. Voilà. Merci Bruno. Juste avant de te passer la parole, Fabienne, juste pour compléter le propos de co-construction, je pense que si vous le voulez, on va vous présenter un time-lapse. En fait, d'habitude, c'est plutôt dans les phases construction qu'on en montre, mais effectivement, pour montrer les échanges que l'on a, qui sont très nombreux, très nourris, effectivement, et qui participent à continuer la conception de ce projet, qui ne s'est pas arrêté au moment de la phase concours. Donc voilà. Alors pour compléter les propos de Bruno, effectivement, une co-conception, ça se fait quand on est une équipe soudée, quand on est une équipe également qui amène plusieurs compétences, qui amènent plusieurs connaissances, qui amènent plusieurs choses. Donc ils sont nombreux, on ne les a pas tous cités, donc on va reprendre un peu ce sujet-là et pour vous en parler. Merci. Oui, donc comme on l'indiquait, on était vraiment dans une co-conception, un partenariat le public et privé pour mener à bien un projet. Et dans la phase concours, dès les prémices du concours, on a souhaité non pas créer un écoquartier, mais créer une destination pour Nice et pour les Niçois. Donc on avait notre volonté, c'était d'enclencher une dynamique qui aujourd'hui, c'est une dynamique qui s'ancre dans une réalité avec des ambitions techniques, des ambitions urbaines, des ambitions environnementales. Et on a essayé de s'entourer de meilleurs peut-être, mais dans tous les cas vraiment de nombreux talents et constituer une équipe véritablement pluridisciplinaire autour d'une maîtrise d'ouvrage, d'une triple maîtrise d'ouvrage, parce qu'il y a Pitch Promotion, mais il y a également Eiffage et 3F qui sont maîtres d'ouvrage, des investisseurs avec la CEDES et Castellet Hospitality, on a aussi des bailleurs, Batigère et 3F, je ne vais pas citer tout le monde, mais on a des exploitants, on a des BET qui sont spécialisés, des BET environnementaux, et on a bien évidemment toute une équipe d'architectes et paysagistes qui ont contribué à créer, à mener à bien ce projet qui maintenant est en train, nous on l'a pensé, moi je l'ai pensé sur la phase de développement et la phase concours, et qui maintenant est en train d'émerger et de voir le jour. Donc je vais te laisser la parole, puisque toi tu es plus dans l'opérationnel, moi j'étais plus dans la partie concours. Je te laisse reprendre et enchaîner.
Alors, effectivement, donc, le projet, c'est la deuxième présentation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en un an? Effectivement, c'est une concrétisation aujourd'hui de ce qui était un rêve et ce qui a été un projet de concours. Donc, depuis un an, Joya Meridia, c'est 14 permis de construire. Et aujourd'hui, le premier permis de construire a été déposé en octobre 2018. À ce stade, on a déposé 7 permis de construire. D'ici fin juillet, on en aura déposé 3 de plus. Et enfin, il nous en restera 4 pour compléter et pour terminer sur l'année 2020. Autre élément important à vous préciser par rapport à l'avancement de ce projet, c'est que on va également, en complément de cette phase de conception, passer dans une phase nouvelle, qui est la commercialisation aujourd'hui de ce projet, puisque le succès de cette opération, c'est aussi également le succès commercial, et le succès commercial de cette nouvelle destination. Donc les premiers éléments vont commencer à apparaître sur cet été 2019, avec toute une phase de teasing aujourd'hui, préparant la commercialisation qui démarrera au mois d'octobre de cette année. Donc phase de teasing, c'est sur toutes les plateformes de réseau numériques aujourd'hui, tous les supports numériques qui vont nous accompagner, mais ça va être également une déclinaison sur site avec une première animation de l'avenue Simone Veil aujourd'hui, par la mise en place aujourd'hui d'un développement au travers d'une palissade sur l'explication de ce nouveau quartier. Donc voilà aujourd'hui un projet qui avance et qui se co-construit comme on l'a précisé. Sur la slide suivante, quand on va y passer, un des logos, un des items de Joya Meridia, c'était « Cultivons l'art du bien-être ». Donc effectivement, on réinsiste aujourd'hui sur ce qu'a dit Fabienne. On n'est pas dans la création d'un quartier, on n'est pas dans la création d'un simple écoquartier, on est dans la création aujourd'hui d'une nouvelle destination pour Nice et pour les Niçois aujourd'hui. C'est un quartier qui, vous voyez, j'ai déjà perdu, j'ai encore recité le nom quartier, donc une nouvelle destination aujourd'hui qui doit vraiment s'intégrer parfaitement dans le développement urbain de la ville et de la métropole. Nouvelle destination, on l'a dit, Bruno l'a cité tout à l'heure, il y avait des socles forts au moment du concours, il y avait des engagements pris, il y avait une volonté aujourd'hui urbanistique et une volonté aujourd'hui de qualité du bâti. Donc on conçoit effectivement un projet qui est innovant et qui est exemplaire dans la droite ligne de l'ambition initiale. Concrètement, ça se traduit par quoi? Ça se traduit aujourd'hui par une innovation technique, environnementale et énergétique. L'innovation technique aujourd'hui, c'est des bâtiments qui font appel aux produits bois notamment, avec pour certains d'entre eux des constructions qui sont mixtes bois-béton. C'est également aujourd'hui la création d'un réseau Smart Grid. C'est la mise en place aujourd'hui d'autoconsommation pour des usages, certains usages au droit de certains bâtiments. Et c'est également aujourd'hui l'appel à des filières de construction sèche et à des filières surtout de construction qui soient locales. En termes de développement durable, on doit être inscrit dans notre environnement, donc dans l'environnement des Alpes-Maritimes. Sur les autres sujets également qui sont extrêmement importants et à laquelle on est extrêmement tous attachés dans la conception commune de ce projet, c'est bien entendu aujourd'hui tout ce qui va être les usages, les nouveaux usages, la qualité des usages, la qualité des espaces, la qualité de fonctionnement, parce qu'on créera une nouvelle destination, parce que les gens s'y sentiront bien. Donc ça se traduira au travers d'espaces partagés, une conciergerie, une promenade potagère. Mais je ne vais pas vous en dire plus, il y a plein de choses. Après, en fonction de vos questions, on se mettra à votre disposition pour y répondre. Mais je pense que surtout, le focus qui est important, c'est de vous prouver la qualité architecturale et la qualité aujourd'hui du bâti et des espaces que l'on est en train de créer. Donc, qui mieux à même que l'architecte coordinateur du projet pour en parler? Adrien, c'est à toi. Merci Laurent. Je suis Adrien Lambert, donc je suis l'architecte coordinateur de l'ensemble du projet. Moi, je suis très heureux de venir présenter le projet aujourd'hui à Nice, un projet niçois à Nice, parce qu'on l'a présenté à Paris, on l'a présenté à Montpellier, mais là on le présente sur son territoire. On va pas raconter tout à fait les mêmes histoires que celles qu'on a racontées dans les autres villes, on va vous raconter aussi les évolutions du projet depuis le concours, quelles ont été les modifications ou les précisions qui ont été apportées sur ce projet. Donc ce n'est pas le simple fait de mon esprit créatif, c'est en fait un projet qui est né d'un ensemble de toute une équipe, des exploitants, une maîtrise d'ouvrage, un aménageur, et puis des architectes, 7 architectes qu'on a fait travailler en atelier pour faire émerger un projet commun. Donc il est riche de toutes les idées, de tous les apports de tous ces architectes. C'est moi qui le présente aujourd'hui,
mais très humblement, je n'en suis pas le seul auteur. En tout cas, nous, ce qu'on porte comme ambition, c'est de rompre avec des collections d'objets architecturaux et d'arriver à fabriquer des quartiers où c'est la hiérarchie des vides qui s'affirme et non pas chaque bâtiment séparément. Donc c'est ce qu'on a travaillé, vous le verrez dans le projet, pour qu'il y ait une véritable cohérence, pour qu'on arrive dans un lieu plutôt que d'arriver devant une série de bâtiments. Ça, c'est une chose essentielle sur laquelle on a travaillé. On est donc, et c'est cette première carte, je vais peut-être me mettre debout parce que comme ça vous ne ferez pas forcément l'aller-retour entre moi et l'écran. Donc on est finalement au cœur du futur Nice, puisque le territoire de prédilection, de développement, c'est l'éco-vallée. Et l'idée, c'est on est un peu le downtown de cette éco-vallée. On vient sortir, se rencontrer dans ce quartier. Avant de construire un dessin, on s'est interrogé sur la question des valeurs que portait le quartier. On a organisé ce quartier autour de ce qu'on disait toujours, la convivialité et le bien-être. On a cultivé la fraîcheur, l'îlot de fraîcheur, par une architecture bioclimatique. Et c'est ce qu'ont travaillé l'ensemble des architectes et l'ensemble des programmes. On s'est d'abord appuyé sur le passé, sur un héritage de Nice. L'idée n'est pas de venir fabriquer un quartier qui n'est qu'une pure invention ou une pure invention de cette équipe d'architectes, mais qui soit héritier de certaines valeurs. Ici, on montre une photo du cours Saleya avec quelques éléments qu'on a réinterprétés. Un espace public très intense et actif, des bâtiments qui ont un air de famille les uns avec les autres, qui travaillent sur une culture commune, un paysage qui est très présent et qui est notamment superposé au-dessus du projet avec la colline du château ici, et puis un espace public à 2 niveaux, tel qu'étaient les toits des Ponchettes, cette idée un peu singulière qui existait dans la ville de Nice. On a donc, comme je le disais, d'abord travaillé par les vides et la hiérarchie des vides, donc on a construit le projet autour de 3 places. La première place, c'est la place métropolitaine, sur l'avenue Simone Veil qui porte le tramway et qui porte la future activité la plus urbaine de la vallée. On a installé donc en retrait, un espace en retrait de développement de cette avenue avec 2 grands bâtiments qui s'installent, qui seront les futurs repères de la vallée du Var et qui fabriquent plutôt donc des bâtiments posés sur un espace public. Ensuite, une deuxième place qui est elle l'antithèse de cette première place et qui est au cœur du quartier, une place où les hauteurs des bâtiments sont basses et régulières pour créer un véritable espace de rencontre et de convivialité au cœur du quartier. Là, les bâtiments s'effacent pour que le vide s'exprime. Et puis enfin, une dernière place qui est un patio du bien-être dans un bâtiment de sport et de convivialité dans lequel on a créé donc un véritable lieu de fraîcheur, un espace de petite dimension et très végétalisé pour créer cette fraîcheur. Ensuite, on a créé 2 sols partagés, 2 sols actifs, qui sont un rez-de-chaussée de commerce et d'espaces conviviaux qui se développent sur l'ensemble du quartier. Et ensuite, un deuxième niveau surélevé, un réseau de jardins en toiture, reliés par des passerelles, qui viennent intégrer cette idée d'îlot de fraîcheur et hériter de l'agriculture de l'époque du territoire de la vallée du Var. Donc c'est un double rôle de ce jardin suspendu qui s'installe donc au 7e niveau du projet et qui est relié par des passerelles qui sont ensuite travaillées par un artiste qui va venir habiller l'ensemble de ces passerelles. Et ensuite, on a fait travailler les architectes sur l'idée de la minéralité diaphane. Donc c'est un mot que nous avons inventé pour les faire travailler dans un registre commun de développement d'un espace entre intérieur et extérieur qui crée de l'ombre et la fraîcheur pour l'ensemble des logements. Et puis sur l'idée de gradation colorée vers un cœur de quartier plus coloré, plus dans un esprit de la Nice, dans ses couleurs italiennes, et puis un extérieur plus blanc, plutôt dans un héritage d'une Nice plus blanche, plus méditerranéenne du Negresco. Donc voilà des images de zoom, des architectures qui sont sur la périphérie du projet, donc cette minéralité diaphane très blanche qui fabrique l'extérieur, et puis à l'intérieur, les ensembles plus colorés de l'intérieur du projet. Donc on voit que même si les architectures sont différentes, elles ont travaillé sur une valeur commune pour tisser un lieu qui soit ce qui dirige et non pas une collection d'architecture. Ensuite, ça c'est l'ensemble de la répartition des programmes avec les socles en bleu, les socles
commerciaux avec une moyenne surface, un socle actif d'un hôtel avec des socles festifs, des commerces de différents types qui s'installent sur le projet, et puis ensuite les logements, un hôtel, des bureaux, des espaces de sport, donc un quartier mixte où justement cette mixité favorisera la rencontre. Ensuite, on a fait travailler les architectes, non pas par grands lots, mais on les a divisés pour qu'ils viennent traverser des situations chacun différentes. On a fait travailler par exemple Anouk Mateki sur 2 bâtiments de part et d'autre du projet. Sous Fujimoto a un bâtiment et Chinozuki aussi. Nous en avons 2 qui sont ici. Ensuite, on a Chartier d'Alix qui a une situation sur la place et un autre bâtiment, Carta et l'agence Dream de Dimitri Roussel. C'est pour les forcer à travailler justement, à se projeter dans plusieurs situations du quartier et à ne pas créer un élément, mais plutôt à fabriquer un quartier avec les autres. Ensuite, je vais faire une courte visite du projet en partant de l'avenue Simone Veil et en allant jusqu'aux toitures du projet. Ici, donc, c'est la tour la plus emblématique du projet, celle de Sous Fujimoto, qui est donc un de ces grands repères de la vallée du Var, où on découvre cette minéralité diaphane exprimée par ces grands balcons en débord, comme des grandes fleurs ouvertes sur la vue. Et ensuite, c'est la vue actuelle, la vue du permis de construire. Je montre les vues avant et après pour montrer que le projet a tenu ses promesses. Les projets se sont ajustés sur des questions techniques, financières, mais les ambitions restent. On n'est pas parti d'un modèle économique de produits financiers, on est parti d'un projet architectural pour arriver à en fabriquer un projet immobilier. Donc ici on voit la tour actuelle de Sous Fujimoto, ici le bâtiment d'Anouk Mateki qui donne sur le cours de l'université, et l'actuel projet, donc des différences extrêmement fines entre les 2 images. Ensuite la tour de Chinozuki, et on découvre donc cette place métropolitaine entre ces 2 bâtiments avec un épaulement des 2 figures qui permet de créer une invitation vers le cœur du quartier. Et l'actuel bâtiment de Chinozuki. Et ensuite, quand on pénètre dans le quartier, les hauteurs deviennent plus basses et on arrive sur cette place Méridia que je décrivais tout à l'heure, où là les architectures travaillent dans un esprit commun pour fabriquer ce lieu, plutôt une sorte de pièce à ciel ouvert qu'une collection d'objets. Ça, c'est le contre-champ de cette place où les bâtiments qui sont entre les 2 places, entre la place métropolitaine et la place Méridia, sont en épaulement pour venir créer à la fois exprimer cette hauteur basse et régulière et les hauteurs plus importantes de vue sur la vallée. Et ça, c'est la vue actuelle. Donc là aussi, des différences. Même le bâtiment s'est même développé dans ses espaces extérieurs. Donc les promesses sont gardées entre le concours et la phase PC. Et ensuite, le patio du bien-être que je décrivais tout à l'heure, ce lieu de fraîcheur au cœur d'un bâtiment de sport. Donc on voit ici l'ensemble du paysage du quartier avec la place Méridia, les figures qui la dominent avec ses vues sur la vallée du Var, les passerelles qui relient cet anneau de jardin potager qui se développe tout autour de la place. Et alors si j'y arrive, on peut même, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Hop. Pas sûr. La technologie m'a manqué, mais on a une vidéo, et maintenant c'est à vous de l'imaginer dans vos esprits, où en fait les passerelles sont entourées d'anneaux lumineux d'un artiste, et donc à la tombée du soir, ces anneaux lumineux se mettent en lumière et ils créent ce chemin de lumière qui vient créer le lien entre l'ensemble des jardins. Ensuite, on a depuis travaillé sur la coordination encore plus fine de l'ensemble des architectures pour tenir cette promesse d'une architecture collective, d'un quartier, avant d'être une collection d'architecture. Ici, on décrit deux univers de matériaux qui sont sur la partie extérieure plutôt des éléments métalliques et blancs qui répondent à ce qui a déjà été construit sur le quartier, c'est-à-dire le bâtiment de l'Aîné Roussel qui est ici, qui est aujourd'hui achevé, le bâtiment d'architecture studio qui est en face et qui est en construction, et ensuite donc celui de Sous Fujimoto et d'Anouk Mateki travaille dans le même esprit d'une matérialité métallique et blanche sur l'extérieur. Et puis ensuite, l'idée d'un cœur qui est lui minéral, plutôt dans des bétons lasurés ou
ou des bétons clairs enfin hydrofugés, et donc qui fabriquent le cœur du quartier. On vient se raccorder au bâtiment de Jean Nouvel qui est ici, ou de Bamin Renault qui est là, et qui sont aussi dans le même esprit. Donc on a travaillé non pas seulement dans notre quartier, mais par couture avec les bâtiments tout autour. On a créé des tableaux, je vous montre ce tableau un peu aride, mais qui montre la stratégie de faire correspondre, de faire converger les architectes autour de matériaux communs, à la fois pour avoir un quartier cohérent et aussi pour avoir une économie d'échelle et c'est ce qui est permis par le principe du macro-lot, une économie d'échelle sur l'ensemble du quartier. Donc on a sur la partie est, sur la partie extérieure plutôt, donc c'est métal blanc, et puis ensuite c'est béton lasuré ou brut sur la partie du cœur du quartier. Ici on voit des zooms, les différentes architectures, où les lames d'Anouk Mateki répondent aux grandes horizontales de Sou-Fujimoto dans les mêmes matériaux. Et puis des parties plus intérieures, où les bétons lasurés de Lambert-Lénac répondent à ceux de Chartier-Dalix, les menuiseries bois dans les deux cas, et aussi des sols extérieurs, des espaces extérieurs. Donc on allait même jusqu'à cette préconisation-là, qui sont dans des couleurs terre et qui fabriqueront par réverbération la couleur des loggias et des espaces extérieurs. Donc on a une couleur qui est assez fine, qui s'exprime plutôt par reflet que par façade colorée. Ensuite on a, donc ça c'était la première coordination, c'était la matérialité générale des façades. Ensuite on a coordonné la question des toitures, avec donc ces toitures potagères qui développent ces jardins au 7e étage du projet. Juste pour en dire quelques mots de l'usage, on a un accès principal qui est ici, et puis ensuite elles sont animées par Terre de Nice, donc qui est une association qui s'occupe d'agriculture et de créer une vie et une pédagogie autour de l'agriculture, et qui viennent donc créer tout un tas de pièces. Ici une orangerie, ici une méranda, c'est-à-dire un espace dans lequel on peut consommer des produits qui sont cultivés sur l'ensemble de ces toitures. Ici un théâtre de verdure dans lequel on a un poulailler, et on pratique même la poule-thérapie. La poule-thérapie, on peut prendre une poule et on la prend dans ses bras, et en fait le simple mouvement de la poule est ressourçant, et il détend celui qui est adepte de la poule-thérapie. Donc on pourra tous aller faire un cours de poule-thérapie. Un gallinacé, oui, les poules sont des gallinacés. J'ai appris ça aussi. Ensuite, on a donc des passerelles, qui sont ces passerelles qui viennent être habillées par un artiste avec ces anneaux lumineux qui viennent créer un registre, une promenade suspendue au-dessus du projet. Et puis ensuite, on a une protection, ce qu'on a appelé les péristyles, qui sont des lieux sur lesquels grimpe la végétation potagère et agricole, et qui protègent ces potagers, et qui créent ce registre depuis l'extérieur, qui crée ce registre haut qui donne une hauteur à ces potagers. Et donc là aussi, on les a travaillés avec les architectes de façon à avoir des rythmes, des matériaux, des hauteurs qui sont communes. Et enfin, la dernière chose qu'on a coordonnée, c'est l'ensemble des socles sur le projet, avec l'idée d'un socle côté extérieur à nouveau dans des couleurs plus claires, dans des blancs, et puis plus colorés dans les parties intérieures. Et ensuite, le dernier socle, ce sont une galerie, des arcades tout autour de la place Méridia, pour créer l'ombre et puis créer une sorte de parcours le long des façades. Tout autour de cette place, il y a un parcours haut avec ses passerelles, et puis un parcours bas dans les arcades. Ici, ce sont des dessins repris par les architectes des deux parties du socle, le socle côté extérieur et puis le socle côté intérieur, avec ses couleurs différentes, où on va travailler à préconiser la dimension de l'enseigne, la matérialité exacte, le dessin, le rythme de l'ensemble de ces façades. Et puis ensuite, on a la partie la plus intérieure, donc qui sont ces arcades, où on travaille sur un rythme commun et ce jeu de colonnades tout autour de la place, avec un modèle. Alors là, c'est une axonométrie vue du dessous, il faut se projeter dans le dessin, où on a un luminaire qui est commun, une couleur de menuiserie, des poteaux dans des bétons polis, des bétons précieux, et des éléments en cuivre qui viennent fabriquer aussi ce rapport à cette couleur commune qu'on a travaillé, qui sont des couleurs de terre, et qui sont, comme vous l'avez vu, sur les stores, sur les sols, et à nouveau ici sur les détails de ce socle. Ça, c'est l'ensemble des architectes. C'est des dessins fabriqués par 4 architectes, et qui ont convergé les uns vers les autres, avec des très, très légères subtilités,
de sous-face, de dimensions de poteaux, ici des poteaux ronds, des poteaux carrés, et qui crée cette très légère variation, mais cette grande force commune de l'ensemble du projet. Et je finirai sur cette image qui incarne très bien à quel point l'ensemble de l'équipe s'est coordonné pour fabriquer un lieu commun très fort, et c'est peut-être l'humilité de notre projet global, c'est d'arriver à fabriquer ce lieu qui est finalement coordonné dans ses hauteurs, dans ses socles, dans ses programmes, avec ses toitures paysagères, ses commerces, dans son architecture, en fabriquant toujours cette architecture de fraîcheur et de protection et de lieux entre intérieur et extérieur, et donc qui incarne très bien l'âme de notre projet commun. Voilà, j'en ai fini sur la présentation du projet. On est dans le bon timing, je crois, pour accueillir vos questions, si vous en aviez sur ce projet. Voilà. Du coup, vous avez parlé d'un fil rouge sport, santé, art, culture. C'était pour un peu connaître l'histoire que vous avez racontée autour de ce fil rouge et notamment les acteurs et les exploitants qui sont impliqués dans le projet. Donc ce fil rouge, on l'a créé dès le début. Ce qui a été pensé, c'était avoir un véritable pôle et un centre qui regroupe, très dynamique. On l'a plus orienté sur l'aspect sportif. On va avoir des exploitants pour permettre en fait à une vaste communauté de se retrouver, c'est-à-dire se retrouver sur un quartier qui va vivre la journée, mais qui sera dynamique tout le temps, avec de la restauration, du sport en salle. Et là, sur le sport en salle, on est plus sur tout ce qui va concerner le foot et le padel, avec des exploitants qui s'orientent autour de ces activités-là. Donc on est sur des aspects sportifs, on va être sur des pratiques un petit peu nouvelles, mais qui rencontrent de partout un succès qui est vraiment certain. On aura la continuité avec la toiture habitée, où d'autres activités pourront aussi s'exercer. Voilà, le fil conducteur, c'est une cité du bien-être qui proposerait de la restauration et des activités sportives. Oui, c'était bien pour repréciser également, tout à l'heure, Adrien parlait des toitures et justement de l'occupation des toitures par l'agriculture urbaine. Il faut bien comprendre qu'autour de ce projet d'agriculture urbaine, où il va y avoir à peu près 2000 m² d'espace dédié à la culture maraîchère, il va y avoir des événements et des activités autour de ce concept-là. Les événements, les activités, ça peut être à destination aujourd'hui d'écoles, des activités scolaires, pour expliquer aujourd'hui qu'est-ce que la culture maraîchère, qu'est-ce que le maraîchage, rappeler une histoire à ce qui était cette zone-là, aujourd'hui de la plaine du Var. La poule-thérapie, l'a cité Adrien tout à l'heure, mais il peut y avoir également d'autres activités un peu plus culturelles. Il y a des gradins qui sont prévus sur un des bâtiments pouvant permettre aujourd'hui d'accueillir effectivement, pourquoi pas un peu une petite scénographie, des activités qui peuvent être vraiment autour du théâtre ou de ces sujets-là. Donc voilà, une vie en toiture, c'est ça qui est important de savoir aussi. Par rapport à ce qui se passe sur les toits, justement, quel est le modèle économique pour qu'il fonctionne dans le temps? Parce qu'on sait que c'est extrêmement compliqué de faire tenir de l'agriculture. Il faut s'en occuper, il faut des personnes sur place. Est-ce que c'est est-ce qu'ils s'auto-rémunèrent avec leur activité? Est-ce qu'ils revendent des produits, etc. Parce que je sais que c'est assez complexe quand même à faire tenir dans le temps. Alors, pour y répondre, un des événements, effectivement, on a un partenaire qui nous accompagne depuis le début du projet, qui historiquement est un partenaire qui intervient sur Monaco, qui s'appelle Terre de Monaco, qui intervient sur des bâtiments qui sont également assez majeurs sur Monaco, c'est la Tour Odéon, ou sur d'autres bâtiments, hôtels, hôpitaux, oui, effectivement, merci Fabienne. Le modèle économique, on l'a appréhendé dès le début. C'était la volonté de dire aujourd'hui, on ne va pas louer les terrasses, on ne va pas demander un loyer aujourd'hui à Terre de Monaco, enfin Terre de Nice maintenant, qui va s'appeler comme ça. On va plutôt aujourd'hui effectivement confier des espaces, avec aujourd'hui en lui demandant aujourd'hui d'entretenir aujourd'hui certains de ces espaces, de permettre le bon entretien aujourd'hui en bon père de famille, comme on dirait dans le bâtiment,
Donc on ne demande pas de rémunération, une location de loyer, on dit juste aujourd'hui, vous intervenez, permettez aujourd'hui de développer votre sujet d'agriculture urbaine en vendant effectivement soit aux gens qui vont habiter sur cette destination, soit également pour d'autres personnes extérieures, sous un système de panier avec les différents produits de saison qui pourront être produits sur place, mais également de trouver un modèle économique propre à cette activité ou autour de cette activité, hormis la pédagogie qui peut être là, ça peut être également un système que l'on a conçu, on ne l'a pas forcément évoqué, mais il y a une des terrasses qui s'appelle les terrasses de la Mérène, qui est un côté aujourd'hui niçois sur laquelle on peut avoir un concept et va certainement se développer un concept de bar à jus pour permettre à des gens sur invitation sur ces terrasses-là aujourd'hui, parce que ce ne sera pas, je le précise parce que c'est important, on va dire du libre accès, ça sera sur invitation, pourquoi pas de proposer effectivement un petit panier repas, de proposer de consommer dans tous les cas ce qui aura été produit sur place. Donc effectivement, on est très attentif sur le modèle économique de cette activité pour qu'elle puisse se pérenniser dans le temps. Parce qu'en fait, il y a l'activité, donc il y a en fait 3 types d'activités qui permettent l'équilibre économique. Enfin, c'est ce que disait Laurent. La première, c'est la vente des produits, mais c'est loin de faire d'être la seule. Ensuite, il y a les activités qui sont l'étape de la Mérène, de la poule thérapie, parce que ça aura un succès fou, j'imagine. Et puis ensuite, il y a aussi l'entretien potentiel des jardins de tout le quartier. C'est-à-dire que l'ensemble des cœurs d'îlots du paysage pourrait être aussi entretenu par la même personne. Donc on arrive à créer un foisonnement et avoir un individu qui fait l'ensemble de ces activités et ça devient rentable grâce à ça. Ensuite, il n'y a pas de loyer. Puis ensuite, nous, dans le cadre dans lequel on est, il y a donc là, c'est 2000 m² qui était la base, le minimum un peu pour que le modèle économique fonctionne. Et puis ensuite, il y a aussi une question de comment on gère l'accès et comment on gère la vente quand il y a personne sur les toitures. Et en l'occurrence, il y a aussi l'idée dans notre projet de travailler avec une conciergerie, en partenariat de Terre de Nice avec une conciergerie, qui permet de gérer l'accès dans la partie basse et aussi de vendre une partie des produits. Donc c'est tout un écosystème et c'est aussi grâce au macro-lot que le modèle économique peut fonctionner. Parce que si c'était juste sur un bâtiment, c'est sûr que ce serait beaucoup plus difficile à faire fonctionner. Et toujours sur les toitures, vous avez aussi parlé d'autoconsommation collective. Je voulais savoir combien il y avait de bâtiments qui étaient concernés par de l'autoconsommation en toiture et comment ça fonctionnait. Alors, concernant les toitures, donc on a plusieurs niveaux de toiture. Donc il y avait un niveau de toiture où on a parlé d'agriculture urbaine, qui sont essentiellement les toitures en R+6. Les toitures des bâtiments les plus hauts seront effectivement équipées de panneaux photovoltaïques, donc permettant aujourd'hui que cette énergie produite sur site soit réutilisée, soit dans certains des bâtiments au travers des usages destinés aux consommations qui peuvent être courantes ou aux services généraux, ce qu'on appelle les consommations communes, soit également sur un autre ouvrage qui sera concerné, qui est le parking, qui sera en sous-sol du bâtiment, en sous-sol de l'ensemble des bâtiments, dans lesquels les bornes de recharge pour les véhicules électriques seront alimentées pour partie par la production faite sur les panneaux photovoltaïques. Autre sujet important, effectivement, qu'on échangeait avec Bruno, c'est toute la notion aujourd'hui de réseau de chaleur également et de géothermie, puisque l'ensemble du projet et l'ensemble même des projets qui sont sur la technopole de Nice Méridia sont raccordés à un réseau de chaleur issu de la géothermie. Pour compléter sur cet aspect-là, juste un élément qui était une clé d'entrée aussi du concours en économie de ressources. On demandait à ce que le projet soit conçu avec au moins 70% des logements, puisque le projet comporte donc 800 logements. 70% de ce programme est destiné à du logement. C'est donc en effet que 70% des logements soient traversants ou biorientés. Aujourd'hui, par rapport à la promesse, l'équipe en question, et ils savent que l'EPA est derrière, non pas en contrôle, mais en vigilance très forte, respecte îlot par îlot pour respecter les grands équilibres. Et aujourd'hui, donc, en tout cas,
sur les 9 permis qui ont été déposés, les 3 qui sont à venir, on tient l'objectif. Voilà. Et je crois que ça, cette ventilation naturelle, cette maîtrise de la lumière, cette maîtrise de la chaleur, etc., et les îlots de fraîcheur qui sont aussi prévus dans le projet, participent à cette économie de ressources que l'on souhaite sur ce quartier, mais bien évidemment bien au-delà sur l'ensemble de l'éco-vallée.